Hello, bienvenue sur le live mensuel de notre émission MyAct. Toujours un plaisir de vous retrouver pour évoquer avec nos invités le rôle, l'engagement et la responsabilité du monde de la communication avec toujours la Dream Team de Do Live aux manettes, Romain à la réalisation. Et puis toujours à mes côtés, enfin pas à mes côtés puisque pour le coup elle n'est pas présente sur le plateau mais j'ai quand même la joie de retrouver notre amie Isa Kurata d'Act Responsible, qui je crois s'est égarée en Bretagne, mais la connexion est bonne, elle est avec nous, tout va bien. Comment tu vas Isa? Très bien. Ça va? Merci Isa d'être encore une fois avec nous, merci à Act, et puis à tous nos partenaires, hein, je le rappelle toujours, tout ça ne pourrait pas se faire sans la RPP, sans Havas, et puis notre partenaire média The Good, qui rediffuse d'ailleurs en même temps sur Influencia cette émission. On salue toute l'équipe de Influencia The Good. Alors Isa, avant d'enchaîner avec tes invités, avec ta chronique habituelle, il y a beaucoup de choses cette semaine, enfin ce mois-ci, puisque c'est un récap, je le rappelle, hein, on fait ça tous les mois. Et avec nos invités, je voulais juste préciser que cette émission est aussi diffusée sur la plateforme des Chatons d'Or, dont Act Responsible et NGAD sont partenaires cette année, comme très souvent d'ailleurs, hein, vous êtes des partenaires historiques, alors que Sunglasses produit également. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur leschatonsdor.fr beaucoup de contenu d'ailleurs sur l'espace The Good avec un certain nombre de associations et ONG qui sont présentes sur cet espace. Pas mal de contenus inspirants. Il y a les 30 ans de la Fondation Nicolas Hulot. Il y a Personnage aussi. Il y a, voilà, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont nombreux à être avec nous cette année puisqu'on est très engagé également sur les Chatons d'Or. Voilà, ce fameux concours hein, d'ailleurs auquel vous pouvez participer puisqu'il est ouvert et gratuit à tout le monde, donc vous pouvez y aller. Euh, il y a 10 associations à regarder de près et c'est intéressant cette année, c'est puissance 10 comme on dit. Alors on va retrouver aussi tes invités que tu vas nous présenter. Alors Mathieu, directeur de la communication et des partenariats de l'association Petit Prince qui est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour. Et Laurent, fondateur et président de l'agence Limite, hein, tu vas nous les présenter plus amplement par la suite. Salut, salut Laurent. Bonjour. Voilà. Alors Isa, bah, ça va être à toi de jouer puisque c'est le moment de ta chronique avec cette fois-ci, je crois, un sujet quand même important, un sujet que chaque année vous mettez en avant chez Act, c'est le fameux Good Report. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors le Good Report, c'est effectivement un classement annuel qu'on réalise avec Work Rankings, qui est le champion du classement publicitaire et qui est basé en Angleterre. On regarde les campagnes internationales qui sont sorties sur les sujets des causes sur l'année 2019 et 2020. Et on regarde un petit peu comment elles ont été récompensées par les prix, mais aussi quelles performances elles ont eues au sein de ACT, car effectivement le programme de ACT inclut un prix publicitaire qui s'appelle les Care Awards, inclut des votes du public, et voilà, et l'exposition qu'on va proposer encore cette année à Cannes. Donc voilà, là c'est tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière, enfin tout ce qui s'est passé pendant l'année dernière. Du coup, le Good Report récompense 40 campagnes chaque année, enfin classe 40 Ouais, ouais, campagnes chaque année, c'est un un ranking, classement. comme on dit. Voilà. Classe 40 campagnes, 25 agences, 20 réseaux publicitaires et 10 associations ou, excusez-moi, advertiser, annonceurs, pardon, j'ai du Annonceur, mal. pardon, oui. Voilà, voilà. Et du coup, il y a une belle performance pour les agences françaises. Dans le top 40, il y a 5 campagnes qui ont été listées. Donc, bravo à toutes Oui, ces oui, parce agences. que c'est un classement international, hein. Ouais, voilà. Et du coup, on a donc 5 agences qui ont été listées. Là, on les a donc Altman Pacro, Steve, Notshop, BETC et Josiane Et pour notre agence sur les chatons, Josiane. Bravo à eux. voilà, qui ont soit travaillé pour des associations comme l'association Petit Prince, World Vision,
voilà, coalition éducation, SAMU social, mais aussi avec Lacoste. De temps en temps, c'est des annonceurs marchands qui prennent la parole sur des causes. Donc voilà, bravo à toutes ces agences et à ces associations. La principale nouveauté ou tendance de l'année, je pourrais dire, c'est qu'on a vu plus de collaboration, de campagnes collaboratives entre des annonceurs marchands traditionnels et des associations à but non lucratif. Par exemple, il y a une campagne qui a été récompensée, qui a été réalisée par Google avec la Société canadienne de la trisomie 21. Sony Music a fait une campagne au Brésil avec l'Institut national argentin du don d'organes. Et puis là, cette campagne Lacoste que je propose de revoir, que Lacoste a fait avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui s'est fait le 22 mai, qui est le jour de la biodiversité, le jour international de la biodiversité. C'est la campagne Crocodile Free et c'est le crocodile légendaire qui laisse sa place à 10 autres espèces en danger. Et tous les fonds de cette opération très, très complète, là on le voit, ça va de tickets de caisse aux devantures des magasins, etc. Tous les fonds de la vente est reversé à l'association pour la protection donc, des espèces en danger. Ouais, c'est d'ailleurs la suite de la campagne qu'avait initiée BETC, Species, il y a quelques années. Ouais, Save the Species. Ouais, voilà, et qui avait cartonné déjà, et c'est un superbe rebond. Je crois que tu avais d'ailleurs aussi une autre campagne que tu voulais nous montrer. Les autres campagnes, il y en a d'autres, des campagnes, dont des magnifiques films hyper bien réalisés gagnent toujours, sont toujours récompensés. Et là, on va montrer le fameux film Elsa, qui a été réalisé avec le concours de Altman Pacro, qui a été réalisé par Mélanie Laurent et au profit pour l'association des Petits Princes. Donc, je vous propose de regarder, prendre un temps pour regarder cette magnifique campagne. Allez, Romain, tu envoies. Elsa, je vais changer ta perfusion. Très très belle campagne. On félicite Olivier et Édouard, hein, que l'on salue au passage, qui sont toujours proches d'une manière ou d'une autre de tous ces sujets-là. On les a d'ailleurs, on a Olivier au jury des Chatons d'Or cette année. Et toujours des belles réalisations. Alors Isa, la suite. Ouais, je ne pouvais pas ne pas la montrer. Elle est quand même. Ah bah c'est clair. Avec la présence de Mathieu en plus. Et on a cette chance d'avoir Mathieu Jeanne Ingros, qui est donc directeur de la communication et des partenariats de l'association Petit Prince. Donc l'association Petit Prince, je vais dire ce que j'ai trouvé, c'est 21 permanents, 21 permanents, 105 bénévoles. C'est une association qui a été créée en 1987 et qui réalise les rêves des enfants et des adolescents qui sont atteints de maladies graves. Ils apportent l'énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie. Ils suivent les enfants dans la durée des maladies et ils entourent et soutiennent les familles. Un travail qui est fondamental pour ces enfants, pour ces familles, qui est réalisé depuis 21 ans à la communication depuis... c'est ça Mathieu, depuis 21 ans, tu es à la communication de cette association. Un vrai engagement de vie. On ne peut pas dire autre chose. Donc voilà, je voulais juste je suis très très heureuse de t'avoir avec nous et puis que tu nous parles un petit peu de cette aventure, de cette campagne. A-t-elle changé des choses pour l'association?
et en général le travail de l'association. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Merci en tout cas, ravi de participer à cette émission. L'association Petit Prince, donc 34 ans d'existence, comme tu l'as dit, on est vraiment là pour soutenir les enfants gravement malades tout au long de la maladie, en lien avec 150 services hospitaliers. Donc c'est vraiment nous, notre combat au quotidien pour aider ces enfants à se projeter dans l'avenir, à avoir des projets qui les portent. Et on le voit à travers cette campagne Elsa, donc réalisée par Altman et Pacro, la puissance de l'imaginaire, la puissance du rêve pour ces enfants qui ont un quotidien difficile, qui s'accrochent à leurs rêves. Et ce qui est important, c'est que le rêve appartient à l'enfant. C'est-à-dire que nous, on ne va pas le guider sur un rêve, c'est sa passion qu'il exprime. Donc, elle est souvent très, très simple. Pour vous dire, l'un des rêves peut-être les plus puissants qu'on ait réalisé en 34 ans, c'est un petit prince qui rêvait de conduire un camion poubelle, un petit de 3 ans et demi. Et on a des images et c'est sans doute le rêve qui nous a le fait plus vibrer. Avec Altman et Pacro, c'est une aventure aussi humaine avec Olivier et Édouard, effectivement, qui sont à nos côtés, qui ont embarqué leurs équipes. Et je trouve que ce qui n'est pas toujours évident avec une agence quand elle veut collaborer avec une association et nous soutenir, parce que là, pour le coup, c'est un soutien gracieux, c'est de trouver la bonne tonalité. Et qu'il faut que nous, en tant qu'association, on se retrouve, même s'il y a un brief de départ, on se retrouve dans la campagne qui a été réalisée. Et là, on se retrouve pleinement. Et pour quelles raisons aussi? C'est le cheminement, c'est-à-dire que Édouard et Olivier sont venus à l'association, ont vécu aussi le quotidien de nos équipes, nos médecins, notre cofondatrice, pour comprendre les coulisses de l'association. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'elle est à ce point en cohérence avec l'image de l'association Petit Prince. Donc, chapeau, on est très, très fiers de ce spot qu'on va de nouveau retrouver en campagne sur JC Deco cet été. On va avoir de nouveau des insertions gracieuses dans pas mal de supports. Donc, on est ravis et c'est pour ça qu'on a envie de la faire vivre. Bravo, ça fait plaisir d'entendre ça. Au niveau des dons, est-ce qu'elle vous a aussi aidé à avoir plus de visibilité et à, du coup, récolter plus de dons? La fierté, elle a été à tout niveau, à la fois des équipes en interne, à la fois des équipes soignantes, et puis aussi des partenaires. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup d'entreprises partenaires. Alors, c'est une petite anecdote, mais pour moi, qui est assez révélatrice de cette histoire avec ce spot, c'est qu'il fallait trouver 200 figurants, justement, autour du ring. Et on a sollicité les collaborateurs d'entreprises partenaires. Il nous fallait 200 personnes. On a appelé 15-20 partenaires. En 48 heures, on avait ces 200 personnes. Et la puissance aussi de ce film, c'est que des entreprises avec des équipes qui sont à nos côtés, on dit banco, on vous suit, on vient, on sera là et on sera présent. Donc, ça contribue aussi, ce spot a contribué à nourrir nos liens avec notamment les entreprises partenaires. Et par rapport à ta question sur les dons, nous, on participe à l'étude Kantar. Entre 2019 et 2020, on a gagné 6 points en notoriété assistée. On était à plus 33%. Donc oui, forcément, la notoriété de l'association augmente et les dons ont augmenté à la fois sur les donateurs particuliers, mais aussi sur des entreprises qui nous font confiance parce que c'est aussi cette image forte, une image quand même assez puissante avec ce logo quand même qui est puissant. Nous, on a un lien aussi avec la succession Saint-Exupéry qui fait que derrière, voilà, le résultat est à la hauteur. Après, on reste à notre niveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas une grosse ONG, on n'a pas des budgets aussi de plans médias, etc., qu'on met sur la table. On fonctionne beaucoup en gratuité, comme beaucoup d'assos, mais c'est le cœur, c'est l'ADN de l'association. Ce qui fait que, voilà, parfois, on aimerait qu'elles soient encore plus visibles, mais bon, voilà, on reste à notre niveau et à nos moyens aussi, justement, pour consacrer maximum de fonds à la réalisation des rêves d'enfants malades, en sachant qu'on n'a aucune aide publique à l'association. On essaiera de pousser d'ailleurs cette émission et puis de pousser aussi le lien. J'imagine que on peut retrouver sur le site des Petits Princes facilement toutes les infos et pouvoir faire des dons directement. On transmettra ça sur le replay aussi, puisque cette émission est en direct, mais on communiquera aussi par la suite le replay pour les gens qui n'ont pas pu la regarder, avec toutes les informations sur l'association. Alors, Isa, tu as un deuxième invité, une grande personnalité très engagée depuis très longtemps sur tous ces sujets-là. Alors, lui, il est patron d'agence. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Laurent ?
Oui, Laurent Terris, le pionnier Ah oui. français de la communication responsable sur tous les sujets d'intérêt généraux. Laurent a fait carrière dans les plus grandes agences, DDB, TB, etc. Elle a monté TBWA non-profit en 2001, puis tu as pris ton envol en 2008, où tu as fondé et tu présides maintenant l'agence Limite, qui est spécialisée dans le développement de programmes et de campagnes de communication multicanaux pour faire bouger les choses sur les sujets, les grands sujets de société. La même année, en 2008, on a ensemble, avec Laurent, cofondé NGAD, le club des DIRCOM qui aime la pub. Et voilà, donc Laurent, c'est aussi un engagement de vie, si je peux dire, ça fait 20 ans plus, et qu'il est sur ces sujets-là. Et là, j'ai été très heureuse de pouvoir le capter parce qu'il est très demandé, Laurent, et tu viens de sortir, Laurent, avec ton équipe et une équipe américaine, une étude sur les tendances des collectes de fonds en France et aux États-Unis. Et voilà, j'aimerais que tu nous en dises deux mots parce que c'est assez passionnant. J'étais au lancement de l'étude et il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Voilà, bonjour. Moi, je suis ravi toujours de retrouver Isabelle parce qu'effectivement, on se connaît depuis 2001, depuis la création d'Act Responsible. Et évidemment, c'est très enrichissant d'avoir Act qui nous ouvre les yeux sur toutes ces campagnes d'engagement, grandes causes qu'il y a dans le monde entier et qui ont eu le même développement finalement que nos sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire que de nouvelles causes sont apparues et ces sujets ne sont plus simplement l'apanage des associations et des ONG. Il y a beaucoup d'acteurs, entreprises, marques, on l'a vu avec Lacoste ou avec Sony et bien d'autres, qui aujourd'hui croisent leur sujet avec les causes. Pourquoi ? Parce que le sujet, c'est l'engagement. Et il y a des phénomènes qu'on suit depuis une dizaine d'années, notamment avec effectivement mon équipe, mais aussi des sociologues comme Alain Mergier ou IFOP, Jérôme Fourquet, avec qui on travaille beaucoup sur ces sujets. On voit apparaître, et ça s'est accéléré en 2020, une implication croissante de cette génération des moins de 35 ans, je devrais dire ces générations, puisqu'il y a les millennials et il y a les Z qui arrivent aujourd'hui et qui ont une propension à l'engagement avec des particularités. Ça bouscule un peu tout le monde de l'intérêt général et ça intéresse aussi beaucoup le monde marchand au moment où on parle de raison d'être et de mission de l'entreprise pour la société. Et évidemment, 2020, avec la pandémie, a été un accélérateur de tout ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on dépend finalement de ces interactions qu'on a avec les autres et que c'est pas simplement un plus ou quelque chose d'évident. Quand ça s'arrête, quand il y a le confinement, la vie sociale, mais aussi l'économie s'arrête. Et ça, aujourd'hui, on comprend que si on veut que les choses se redéveloppent, c'est pas simplement une question, je dirais, de croissance économique, c'est aussi une question de comment les gens vont s'engager, comment les marques vont amener les gens à s'engager collectivement. Avec je donnerai quelques données, quelques chiffres. Premièrement, le 7e baromètre qu'on fait depuis 10 ans, qu'on a fait en 2020, pour la première fois, les moins de 35 ans sont proportionnellement plus nombreux à donner que les 35-64 ans. Ils sont presque à égalité avec les boomers. C'est une croissance de 13 points en 10 ans. C'est considérable. Hein. Les boomers étaient traditionnellement une génération de donateurs, mais pour des raisons à l'ancienne, je donne parce que je fais partie d'une communauté, etc. Là, c'est vraiment nouveau. 40% des moins de 35 ans ont participé en 2020 à une ou plusieurs cagnottes pour une cause. 41%, et ça c'est une spécificité, donnent à l'instigation d'un proche. Alors c'est les réseaux sociaux, c'est ma communauté, TikTok, Facebook, Instagram. J'ai un ami qui me dit j'y vais, viens avec moi, et j'y vais. Et j'y vais pourquoi ? Parce que je me dis tout seul je peux pas faire grand chose, j'ai pas beaucoup de moyens, mais si on est plusieurs, ça fait beaucoup. 53% des donateurs de moins de 35 ans ont donné contre le Covid, pendant notamment le premier semestre. 37% pour les plus de 35 ans. Donc les moins de 35 ans ont plus donné proportionnellement que les autres. Et ils ont donné pourquoi ? Ils ont donné
d'abord pour les démunis, pour aider les gens qui étaient dans la difficulté, la pauvreté, les soignants, bien sûr, mais aussi pour la recherche. Et ça, c'est nouveau, parce que la recherche, c'était un truc de vieux, le soutien à la recherche. Et on a une génération qui a découvert que la recherche, ça va nous sortir de la situation. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que les causes des milléniaux et des aides sont un peu spéciales. Ils sont, chez ceux qui donnent, ils sont 34% à avoir donné pour les incendies en Amazonie, contre les incendies en Amazonie, bien sûr. Ils sont 34% à donner pour les marches pour le climat. Ils sont 29% à donner pour les réfugiés et les migrants en Méditerranée et ailleurs. Voilà. Mais ils ont été aussi 34% à donner lors de l'incendie de Notre-Dame. Donc, on a une génération qui a ses causes. Et maintenant, je vais faire un focus sur les chiffres plus récents qu'on a vus avec Faircom New York, nos amis de Faircom qui font à peu près la même chose que nous, mais aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 sur les dons? Alors, aux États-Unis, comme en France, il y a eu une augmentation. Aux États-Unis, c'est un marché plus mature, 2% d'augmentation, avec des montants plus élevés. En France, plus 22%. Je vous invite à suivre France Générosité prochainement, qui va sortir les chiffres 2020. On a eu d'abord beaucoup de dons, évidemment, pour les causes liées au Covid au premier semestre, et tout le monde était très inquiet pour les autres associations. Eh bien, on a assisté à un rattrapage. Les donateurs, en fin d'année 2020, sans doute aussi des gens qui avaient mis de l'argent de côté, on a beaucoup parlé de l'épargne, etc. Les donateurs ont décidé de donner un coup de collier et ça a permis tout ça. La deuxième chose, c'est l'explosion des dons en ligne. Aux États-Unis, plus 32%, en France, plus 230% en 2020. Donc, on a eu une explosion du don en ligne, ce qui n'est pas totalement étonnant vu les circonstances, mais c'est vraiment la maturité du don en ligne. La montée des jeunes, aux États-Unis, 51% des milléniaux et 51% des aides sont donateurs. En France, 24% des donateurs ont moins de 35 ans. Alors, c'est des petits montants, donc ça ne fait pas autant d'argent que les autres, mais il faut bien avoir en tête que d'ici 20 ans, le transfert d'argent entre les boomers et les moins de 35 ans va être de 30 milliards de dollars. Ah oui, c'est colossal. Donc, cette génération qui arrive au don, c'est l'avenir. Et enfin, je finis juste là-dessus, évidemment, ces jeunes, ils ont des comportements très différents. Ils sont totalement à l'aise avec le numérique, donc ils passent par ça. Ils sont attachés à la transparence. C'est une génération de la vigilance par rapport aux plus anciens qui est une génération de la défiance. Ils veulent de l'impact, ils veulent du concret, en temps réel. Ils sont plus spontanés et plus réactifs à l'actu. Ils font confiance à leurs pairs, à leurs amis, et ils veulent trouver de la satisfaction et du plaisir dans le don. Voilà. Et enfin, il y a des nouvelles tendances de technique. Le matching gift, c'est quand une entreprise abonde une collecte. C'est vraiment en pleine explosion. Les cagnottes, j'en ai parlé, c'est vraiment un des avenirs. Le SMS, qui marche très très fort aux États-Unis, qui donne de très bonnes performances, et ça fait un lien avec les boomers. Et enfin, une nouveauté qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, qui représente 25 milliards de dollars de collecte, c'est le Donor Advised Funds. C'est une nouveauté pour nous, mais ça ressemble un peu au fonds de dotation qui existe en France. C'est qu'on propose aux donateurs de prendre des actions avec d'autres dans une cause. Et donc, il va à plusieurs mettre des sous à disposition et les revenus de ces sous vont aider les associations. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se sont passées cette année. Et bon, c'est peut-être pas moi, c'est mon équipe et puis c'est les gens qui répondent au Chaton d'Or qui vont accompagner ça demain. Mais en tout cas, ça veut dire que ça bouge beaucoup, y compris en France. Merci, c'est super intéressant. On peut retrouver ce report quelque part. Tu pourras nous communiquer oui, un lien ou quand on passera. Je vous ai communiqué une infographie que vous pourrez retrouver. Oui, très bien, d'accord. Et puis, on a sur nos différents comptes sociaux de l'agence Limite, on a le replay de la conférence qu'on a faite avec Faircom New York. Super. Eh bien, écoute, on partagera tout ça, on reprendra ça comme tu l'évoquais aussi sur les chatons d'or. Je pense que c'est un sujet intéressant. Ça montre aussi que la jeunesse
s'engage de plus en plus, est consciente des responsabilités, des engagements. Et justement, comme on vous tient tous les deux et que vous êtes quand même des hommes d'expérience et qui, depuis de nombreuses années, justement, vous, la responsabilité, l'engagement, le sociétal, l'environnemental, tout ça, vous connaissez bien. J'aurais aimé avec Isa, je pense que c'est un sujet qu'on évoque à chaque fois, puisque là maintenant on passe sur la partie talk entre nous. C'est d'avoir votre point de vue sur. Il y a un débat hein, entre les marques qui prennent de plus en plus de positions. On voit bien que c'est un sujet compliqué pour elles, mais c'est aussi un danger. Est-ce que vous avez des réflexions sur, on va dire, l'après-Covid et puis cette émergence? Moi, je prends souvent l'exemple de l'iceberg qui s'est retourné, hein, parce qu'en fait, beaucoup des sujets qui ont émergé pendant le Covid étaient là, mais ils étaient sous le niveau de la mer. Et puis là, d'un seul coup, ils sont prédominants. Alors, moi, je voulais avoir votre avis à vous deux sur l'évolution de tous ces sujets-là, sur les rapports avec les marques. Tu as évoqué, Laurent, effectivement, une implication de plus en plus forte. Sur l'implication des agences également, hein. Tu en parlais, Mathieu, de l'accompagnement d'une agence et de l'importance que ça peut avoir pour vous. Je ne sais pas, Laurent ou Mathieu. Mathieu, peut-être que tu peux rebondir. Un petit mot oui, sur les entreprises. Nous, ça fait 20 ans hein, qu'on collabore étroitement avec le monde de l'entreprise, donc on a un petit peu de recul et on voit l'évolution. C'est vrai qu'il y avait cette inquiétude en 2020 en se disant qu'est-ce qui allait se passer. En tout cas, 2020, c'était aussi l'occasion pour des entreprises qui ne prenaient pas la parole sur des sujets RSE de se dire, bah, nous aussi, on a peut-être quelque chose à faire et on doit aussi s'engager. Donc nous, on a été confortés aussi dans cette voie. Je vous dis qu'on a pris quand même il y a plus de 20 ans. Ce qui a beaucoup évolué, c'est l'implication, l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire que le souhait aussi des entreprises d'associer leurs équipes, de proposer lors de team building, lors d'opérations, lors de séminaires, etc. Nous, on le fait énormément. La prise de parole en interne est très, très, très importante. Après, il y a une vigilance aussi sur la prise de parole des entreprises de manière externe au niveau du grand public. Il faut faire très attention avec les réseaux sociaux et les entreprises l'ont compris aussi. Il faut prendre la parole de manière mesurée et surtout, et ça c'est aussi une leçon des 10 dernières années, c'est que les entreprises, nous par exemple à l'association Petit Prince, sont des partenaires au long cours. Il y a de moins en moins de one-shot. On écrit une histoire avec la structure, on écrit une histoire avec l'association, justement, et on co-construit ensemble cette relation qui est très très forte, ce qui permet aussi à l'entreprise, au moment où elle prend la parole, d'avoir une crédibilité vis-à-vis de toutes les parties prenantes, de ses collaborateurs, mais aussi des consommateurs, du grand public, justement, pour avoir une prise de parole qui est crédible. Et ça, c'est la grosse évolution. Après, il reste de temps en temps voilà, des entreprises qui viennent, hein, c'est aussi une réalité, chercher une association pour prendre la parole et faire un coup. Par opportunité, oui. Oui, on sait aussi recadrer les choses et il faut aussi que les associations prennent la parole et donnent aussi, mettent le curseur au bon endroit justement par rapport à cette histoire. Mais dans l'ensemble, on se retrouve avec des rapports, j'allais dire, assez équilibrés justement sur cette prise de parole et cet engagement. Merci beaucoup Mathieu. Laurent, ton point de vue sur ces sujets-là? Je corrobore totalement et j'approuve totalement tout ce que vient de dire Mathieu, donc je ne vais pas revenir là-dessus, notamment l'engagement des collaborateurs. On a aidé à créer l'année dernière l'Alliance du mécénat de compétences qui réunit 24 entreprises. C'est les patrons qui se sont engagés et on a fait un baromètre du mécénat de compétences qui montre que pour l'entreprise, cet engagement des salariés, c'est un vrai renouvellement du lien avec l'entreprise, à un moment où il y a de la recherche de sens. Donc je ne reviens pas sur cet aspect-là. Moi, je dirais un point de vue d'observateur, c'est que nous, on est extrêmement sollicités par les entreprises, leurs fondations d'entreprise, les plateformes de marque RSE, enfin tout ce qui concerne ces sujets-là, ça devient le cœur de la marque. Il y a un petit débat parisien notamment dans certains milieux journalistiques hyper critiques là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est que du point de vue du grand public, il n'y a pas de problème, il y a une légitimité de l'entreprise. L'entreprise est attendue pour agir pour les sujets d'intérêt général, sur son impact sur les territoires, donc elle doit mettre de l'ordre dans sa marque, dans ses prises de parole là-dessus.
avec toutes les conditions que vient d'énumérer Mathieu, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, c'est un engagement en profondeur, ça doit être totalement cohérent avec le comportement de l'entreprise également, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de son environnement. Voilà, c'est un ensemble on est dans un continuum, et c'est également, Nicolas Bordas dit souvent, on n'est plus dans le 365 degrés maintenant, on est dans le 365 jours. C'est-à-dire, c'est un dialogue constant avec les publics. Et si on a ce dialogue et qu'on a des parties prenantes avec lesquelles on construit, comme les associations, eh bien, finalement, petit à petit, le public, les gens comprennent que ce que fait l'entreprise, c'est pour de vrai, que c'est pas du bidon. Et ce qui donne la cohérence à tout ça, c'est effectivement le discours qu'on a construit, la plateforme de marque et l'impact des publicitaires, qui est toujours important. C'est Jean-Marie Dru qui dit, effectivement, on doit évidemment s'adapter à la communication numérique, mais l'idée publicitaire, elle a une puissance pour résumer, pour faire toucher du doigt, pour attirer, pour faire comprendre, pour parler à l'intelligence du cœur, que tous les tweets du monde n'arriveront pas à remplacer. Ouais, c'est une bonne parole, effectivement, et ça répond aussi, je trouve, de façon intéressante aux attaques multiples que le monde de la communication et de la publicité en particulier subit aujourd'hui. Je te rejoins d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a en termes publicitaires, ce qu'on appelle le consommateur, mais en fait, les personnes qui s'intéressent à tous ces sujets-là ne sont pas dupes. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de vérifier ce qu'une marque peut communiquer. Je vous rejoins tous les deux. Il est urgent de ne pas se précipiter, peut-être même d'attendre et de bien faire les choses en amont, parce que on remontera pour voir si tout ce qui est dit, tout ce qui est fait est conforme. On voit beaucoup de social washing, de greenwashing qu'on a eu aussi pendant quelques années. Alors tout ça est en train de se mettre en ordre, et je pense que d'ailleurs cette situation très exceptionnelle qu'on vient de vivre va peut-être aussi accélérer dans ce sens-là les choses. Et je crois que le métier de la communication, dont on fait tous partie, est en train aussi de se remettre en cause, de faire sans doute aussi son mea culpa, parce qu'il y a eu parfois sans doute des excès, des erreurs de fait, mais on en fait tous. Et c'est peut-être le bon moment d'ailleurs pour remettre de l'ordre dans la maison, et puis de repartir sur le bon pied. On le voit sur toutes ces campagnes que Kisa et Sophie d'Act Responsible relèvent à chaque fois, vérifient aussi, parce que ce n'est pas juste la beauté de la campagne, c'est aussi... il y a un fond derrière, elle le vérifie d'ailleurs. Je sais qu'à chaque fois, elle vérifie si c'est pas, comme on dit chez nous, du bullshit. mais effectivement, qu'il y a quelque chose qui se tient. Et on l'a vu, pas mal de marques se sont fait allumer parce qu'elles ont pris par opportunisme cette vague. Et puis elles se sont fait allumer parce qu'en fait, elles n'étaient pas à la hauteur, ou en tous les cas, elles étaient trop opportunistes pour le faire. On va pas tarder à terminer. On fait un dernier petit tour, Isa. Je reviens vers toi. Je voulais juste dire un truc par rapport à ce que disent nos invités, parce Mais je t'en prie. Nous, chez Act, on a donc ce travail de repérage, et comme ça fait 20 ans qu'on le fait aussi, on se rend évidemment compte des évolutions. Quand tu parles de greenwashing, social washing, heart washing, tout ce qu'on wash, bien sûr. Et finalement, on se dit que ce sont des moments un peu clés qui font tourner. Les gens se rencontrent, font des choses ensemble, apprennent à se connaître. C'est un peu ce qu'on a voulu faire avec le Club NGAD, c'est casser cette espèce de méfiance que peut-être les associations à une époque ont eu par rapport aux entreprises, peut-être les publicitaires ou les associations ont eu par rapport aux publicitaires, bref. Et finalement, quand on apprend à se connaître et quand on prend le temps, effectivement, on construit des histoires fortes, des histoires qui transforment. Et finalement, ce que nos invités disent, moi, me rassure encore une fois dans cette démarche de me dire, oui, il y a toujours des attaques, et bien sûr, il y aura toujours des opportunistes. Mais au départ, ça peut être une opportunité qui nous amène à ensuite travailler une vraie démarche. Et quand l'implication ensuite vient, réellement par, comme dit Mathieu, les collaborateurs qu'on intègre à la démarche, par tout ça, à ce moment-là, on transforme vraiment les choses. Et c'est sûr, et on le dit, on le répète, qu'aujourd'hui, pour que, en termes
même en termes de l'urgence climatique, etc., pour que ça avance à la vitesse à laquelle ça doit avancer, on ne peut pas se passer des entreprises. On ne peut pas se passer de la puissance de la communication et de toutes ces actions. Donc, je suis très rassurée d'entendre Mathieu et Laurent parler comme ça de cette collaboration. Mathieu disait, ça fait 20 ans que vous travaillez avec les entreprises, vous n'avez pas peur, mais ça fait aussi 20 ans que tu es là, donc j'imagine que pour l'association Petit Prince, avoir quelqu'un qui suit depuis toutes ces années cette évolution, c'est tellement précieux. J'espère, non, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est dans les histoires qu'on construit. Aujourd'hui, une entreprise, elle va avoir une écoute particulière parce qu'on va être aussi beaucoup dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'on va aussi arriver, et une nouvelle entreprise qui a jamais pris la parole sur ces sujets-là, justement, elle va être intéressée d'avoir notre retour d'expérience. Nous, la plus petite entreprise qui est à nos côtés sont 2 salariés, l'entreprise la plus importante, ils sont 20 000. Vous imaginez bien qu'avec les uns et les autres, on fait des opérations différentes, de nature différente. C'est ça qui est hyper riche. Et donc, on en fait aussi profiter les nouveaux d'une certaine manière. On va les guider, on va leur dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, à telle condition, etc. Et notre parole aussi, elle a une crédibilité, justement par rapport à cet accompagnement. Et moi, je dis toujours aussi des paroles et des actes. C'est-à-dire, quand nous, on dit une entreprise, on va vous aider, on va vous accompagner dans le cheminement, c'est une réalité. La chance qu'on a, c'est qu'on est aussi une petite association. Donc, on est ultra réactif par rapport à le monde de l'entreprise. On va avoir les mêmes codes, justement, pour être toujours dans la réactivité, etc. Et quand je disais une co-construction, c'est la réalité de notre terrain aujourd'hui. Ouais. Mais merci Mathieu. Laurent, on va pas tarder à conclure. Un dernier mot, justement, avant la conclusion. Je dirais, en 2007, après le Grenelle de l'environnement, on avait été quelques publicitaires à lancer l'association pour une communication responsable. À l'époque, c'était assez nouveau. C'est un garçon qui s'appelle Sauveur Fernandez qui a inventé le terme de communication responsable, et on a été quelques-uns à le théoriser. Et notre démarche, elle n'est pas morale. Elle n'est pas éthique, c'est pas une question de jugement. C'est que on voit bien que quand l'entreprise communique de façon responsable et surtout s'engage pour l'intérêt général et qu'elle le fait bien avec pertinence, avec humilité, avec les autres, eh bien c'est efficace. Voilà, ça fait de la très bonne com. Et aujourd'hui, ça parle beaucoup aux nouvelles générations. Oui, on le voit avec les chiffres que tu nous as communiqués. La jeune génération s'implique, s'engage de plus en plus sur toutes ces causes qui leur semblent d'ailleurs, je veux dire, indispensables. Vigilance. Avec vigilance. Ils savent où trouver, ils savent comment, ils comprennent vite. Voilà. Et eux, ils sont nés avec le digital dans les mains et ils savent très bien comment faire. Merci Mathieu, merci Laurent d'avoir participé à cette émission qui était passionnante. On aurait pu passer encore 1 heure ensemble. On reviendra sans doute, on en reparlera. On va le diffuser, comme je le disais tout à l'heure. Le replay sera rediffusé un peu partout, dont sur la plateforme des Chatons d'Or. Tu parlais de Nicolas Bordas, qui fait aussi partie du jury cette année, et d'un grand monsieur, Jean-Marie Dru, un grand monsieur de la communication. Merci Isa, merci Act Responsible, et puis à Sophie qui nous regarde. J'ai vu qu'elle était passée sur le direct. On se retrouve donc le mois prochain, comme d'habitude. Tu seras aussi régulièrement sur les Chatons d'Or, puisque Act Responsible est aussi partenaire. Merci à nos partenaires, The Good, Influencia, qui a diffusé en direct cette émission. Merci à la RPP, Havas, pour leur soutien depuis des années, parce que cette émission, on l'a commencé ensemble, Isa, au Cannes Lions, il y a quelques années maintenant. C'est plutôt maintenant, c'est récurrent, on est là tous les mois. Et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Le replay sera bientôt dispo. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Merci. Ciao.